Bonjour, bienvenue sur le matin.ch pour un nouveau numéro de la brasserie dorénavant du mardi. En toute fin d'émission avec Jérôme Reynard, on va parler du Lausanne Hockey Club, une équipe qui a réussi à se mettre le feu avant le début de la saison et qui n'a toujours pas éteint le feu depuis. On va aussi parler volleyball suisse avec Adrien Prével, l'ancien capitaine du Luc. Et forcément, puisque l'équipe de Suisse joue en Lituanie mardi soir, on va évoquer les cas Mbolo et Shaqiri en particulier avec Daniel Visentini et Valentin Schnork. Merci, bonne émission, bonne écoute. Je suis avec Jérôme Reynard parce que forcément, une fois de temps en temps, il faut parler du LHC parce que le LHC aime bien faire parler de lui. Euh, je vais commencer par une réflexion très personnelle. Quand je vois l'état, entre guillemets, de Servette, deux, trois clubs comme Berne qui partent complètement en sucette, on a l'impression que ce serait presque tranquille en comparaison. Lausanne, j'ai l'impression que cette année a réussi à se mettre le feu à lui-même avant même le début de saison. Est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que tu ne penses pas que c'est très lausannois finalement? Ouais, alors il y a un truc qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est jamais tranquille à Lausanne. Ouais. Tu as assez raison. Puis tu le sais mieux que moi, puisque ça fait plus longtemps que moi que tu suis ce club. Il se passe toujours quelque chose à Lausanne. C'est assez hallucinant, effectivement. Je ne sais pas s'il y a un truc, une sorte de malédiction. Hein. Il n'y a pas une rumeur de cimetière indien quelque part, pas loin de la patinoire. Ouais, ouais, à Lausanne, c'était d'abord la Pontaise, ensuite Malais, ensuite la Vaudoise Arena. Du coup, je sais pas, il faudra. Pourtant, il y a des patinoires qui avaient été construites sur prix, pour être sûr. Mais non, ça part quand même. La Tuyère, ça part pas bien non plus. Alors, soit il y a beaucoup d'Indiens à Lausanne, soit il y a un autre problème. Effectivement. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai qu'ils arrivent à se créer des problèmes tout seuls. Ouais, effectivement. Quand on pense à Genadzi, si on veut parler de lui, moi je trouve quand même que c'est que. Alors, je ne dis pas que c'est la faute plus du LHC que du joueur, je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est quand même hyper fort de réussir à se créer un problème avec un joueur comme ça. Quand on sait que le gars, il est plutôt tranquille, cool, relax, que c'est un gars, qu'il était amoureux du club, que c'est dingue d'en arriver à avoir un problème dans le vestiaire avec un joueur comme ça, quoi. Et il y a cette instabilité chronique qui a été entretenue finalement par Svoboda. Ça ne met pas dans les bonnes dispositions des étrangers parce que sur le papier, Sekac et Varone, Barberio aussi, Gernat, on le connaissait, ça ne les met pas dans des bonnes dispositions pour performer. Ouais, bon, disons que si ça a un impact, si l'instabilité a un impact, je pense qu'elle a un impact sur tout le vestiaire, pas que sur les étrangers. Tu regardes, c'est assez hallucinant. Je crois que Lausanne a joué 16 matchs cette saison. Ils n'ont pas gagné deux de suite sur les 16. Alors après, il n'y a pas beaucoup de mauvais matchs. Lausanne fait des matchs corrects. Encore samedi contre Fribourg, c'était correct. Mais Lausanne n'arrive pas à enchaîner. Ils sont inconstants au niveau des résultats. Du coup, ils n'arrivent pas à se construire une confiance. C'est vrai que dans le cas des étrangers, Varane, on ne lui a pas non plus laissé le temps de se construire une confiance, mais c'est assez, ouais, c'est délicat. Barberio, c'est clair qu'il devrait apporter plus offensivement. Défensivement, franchement, je trouve qu'il fait le job. Il est vraiment fort en 1 contre 1. Il récupère beaucoup de pucks, mais tu as un défenseur étranger, c'est ton capitaine. Il joue même pas le power play. C'est assez hallucinant, ouais. Et puis ses catchs, il est un soir, tu as l'impression qu'il est puissant, qu'il va t'amener quelque chose et tout. Et puis tout à coup, le soir d'après, il fait de conneries, il back-check pas, puis Lausanne prend un goal à cause de lui. Enfin, voilà, il y a trop de manque dans cette équipe-là. Enfin, c'est un peu sévère par rapport à d'autres équipes, mais disons que si tu veux être dans les 3, 4, 5 premiers, il faut avoir autre chose aussi. Il faut avoir autre chose au niveau des étrangers. Il faut avoir des étrangers plus dominants. Il faut avoir surtout plus de buteurs confirmés devant, quoi. Parce que finalement, c'est un truc que je répète depuis quelques semaines, mais il n'y a qu'un joueur dans cette équipe qui a au moins 2 saisons à 15 buts en National League, c'est Berchi, quoi. Mais c'est un fait. Les autres, il y a beaucoup de jeunes, c'est clair. Mais voilà, il n'y a pas de buteur à part lui. Il n'y a pas de buteur confirmé, patenté dans cette équipe. Quand Varone dit, je crois que c'était à Lugano, oui, il faut que je m'adapte parce que les autres, ils back-check pas. C'est quoi, c'est un suicide professionnel?
Je sais pas je sais pas si c'est un truc qu'il pense vraiment ou si c'est une excuse qu'il a voulu donner à ce moment-là. Je sais pas du tout. Franchement, j'ai pas compris. Ça m'a surpris. Je crois que ça a surpris beaucoup de monde. Euh, je suis même pas sûr que ce soit vrai en fait. Je sais pas. J'ai pas compris. Pour revenir sur le fond, entre guillemets, du problème, est-ce que finalement Lausanne n'a pas maintenant l'équipe qu'elle devait avoir finalement? Parce qu'on a vu les contrats qui sont partis ailleurs à des prix exorbitants. On sait qu'il y a eu une pandémie, on sait que les propriétaires ont mis chez différents chiffres, ont tourné 30-40 millions en 18 mois. Est-ce que Lausanne n'a pas une vraie équipe aujourd'hui plutôt que celle qui avait été construite avant avec un peu trop de moyens par rapport aux rentrées? Tu parles financièrement surtout. Donc, écoute, il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il y avait et il y a peut-être toujours d'ailleurs un ou deux contrats qui sont jugés trop, comment dire ça, trop chers Marché. par rapport à ce que ça apporte sur la glace, par rapport à l'âge de ces joueurs. Si on pense malheureusement à Genadzi ou à Almond d'aujourd'hui qui ont encore des contrats de l'ère Alston, si on veut, des contrats, c'est clair que c'est des gros contrats, mais donc, Svoboda, il a voulu effectivement ces contrats-là, Joris par exemple, voilà, il a voulu s'en séparer parce qu'il disait c'est trop cher. Mais dans le même temps, il ne se gêne pas non plus, lui, de donner des gros contrats à d'autres joueurs, mais des joueurs plus jeunes qui, selon lui, ont un autre avenir et s'inscrivent plus dans le projet du LHC que ces joueurs qui n'ont plus qu'une année de contrat, là, comme Almond ou Genadzi. Hein. Je ne dis pas qu'ils vont partir, Genadzi peut certainement, mais Almond, je ne dis pas qu'il va partir, mais s'il prolonge, ça sera vraiment à la baisse. Quoi. Et puis il y a le problème, je dis problème eu égard au résultat du coach, qui a une répartition du temps de jeu assez étonnante. Alors je veux bien qu'on aime bien les gens qui travaillent, qui vont dans les 8 sens de la patinoire, mais voir un Tim Beson avoir plus de temps de jeu que tout le monde devant, c'est quand même très étonnant, non? Ouais, c'est assez surprenant. J'ai vu ça aussi samedi soir. Jusque-là, j'avais pas trop remarqué qu'il y avait je suis pas allé revoir les autres matchs d'avant, mais un truc qui est sûr, c'est que Tim Boson, John Fuss l'aime beaucoup. Euh, Ah, moi on- aussi, hein. il est très rapidement monté dans l'alignement, il est très rapidement venu s'installer sur le power play. Euh, il a toujours dit qu'il voulait installer une concurrence saine où les gars qui bossent, qui méritent, ben, auraient du temps de jeu, auraient des responsabilités. Et je pense que Tim Boson, dans l'esprit de John Fuss, entre dans ce cadre-là. Si on regarde, il y a Maillard aussi qui a joué en powerplay ce week-end parce il a certainement senti, John, qu'il méritait ça. Donc, dans un sens, c'est bien parce qu'il n'hésite pas à donner sa chance à d'autres joueurs que les classiques, Kenins, Berchi, Barberio, etc. Bon, Berchi joue le powerplay, mais dans le cas de Kenins, Barberio, ce n'est pas forcément le cas. Alors moi, ça me dérange pas. Je trouve même bien que tout le monde ait sa chance finalement. Mais c'est vrai que quand tu vois que Boson finit par jouer 6 ou 7 minutes de plus que ses catchs, là, franchement, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas non plus. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas comment c'est possible. Est-ce qu'il y a eu des power play? Il a beaucoup joué en power play, Boson, je crois, plus de 5 minutes samedi. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence. Mais c'est quand même dingue. Ouais, Boson joue sur le premier power play. Est-ce que plusieurs fois le premier power play, tellement il était bien installé, il n'a pas quitté la glace, et c'est ça qui fait la différence au final par rapport à un C4? Il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Il y a un peu de ça probablement, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que c'est assez dingue et ça prouve finalement que, enfin, je ne veux pas non plus m'avancer, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il compte, est-ce qu'il apprécie ses catchs aussi, quoi? Parce qu'on parle de Varone, mais au final, si ses catchs a un temps de jeu aussi faible, ça veut aussi dire quelque chose, non? Enfin, faut voir si ça se confirme sur la longueur, mais je me pose aussi des questions sur ce plan-là, quoi. Voilà, la question aussi, c'est comment donner des contrats de 3 ans à des gens que tu n'as jamais vu jouer en Suisse, mais ça, c'est encore un autre problème. Ouais, oui, alors effectivement, alors ça, c'est vrai que c'est dingue. Après, ces contrats, tu sais, je ne sais pas si toutes les années sont dues ou s'il y en a en option. La Lausanne a tendance des fois à annoncer
tel et tel a signé chez nous 4 ans, mais ils incluent officiellement dans l'annonce l'année ou les années en option. Donc, je ne serais pas surpris que tout à coup, en fait, voilà, ça ne soit pas vraiment 3 ans de contrat pour ces catchs, hein, que ce soit 2 plus 1 ou quelque chose comme ça. Bon, les coupes sont en train de se faire en NHL. Lâche les dossiers avant les vacances. Il y aura du renfort dans les prochaines semaines. Ouais, je pense même Enfin, moi, je m'attends à ce qu'il y ait en tout cas un renfort dans les prochains jours, hein. Je sais que Lausanne sonde le marché étranger des joueurs étrangers depuis plusieurs jours, la semaine même peut-être. Mais oui, c'est maintenant. Et je pense que là, il doit y avoir 2, 3 jolis joueurs sur le marché. Ça devrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine au niveau des étrangers. Après, est-ce que Genadzi sera échangé? C'est aussi une autre chose. Ça risque de pas mal bouger, ouais, ces prochains jours. Ouais, là, je sais. Pour ne rien changer à l'instabilité chronique. Depuis le début de saison, la Vaudoise Arena a quand même de la peine à se remplir. C'est comme un peu partout dans le hockey et un petit peu dans le foot roman aussi, même si l'équipe de Suisse de foot a changé ça de notre côté de la Sarine. On se pose la question, hein, passe sanitaire, pas passe sanitaire, est-ce qu'on a peur d'aller dedans ou est-ce que c'est une saison tu as une explication, toi? Non, on remarque que les matchs événements marchent bien, tu vois. Tu parles de la Vaudoise Arena, Lausanne-Genève et Lausanne-Fribourg, il y avait du monde, il y avait presque 7 500, 8 000 spectateurs. Mais c'est vrai que les autres matchs, ça reste un peu triste, surtout dans une patinoire comme ça. Et moi, je pense que c'est clairement l'explication, c'est clairement le pass sanitaire, les tests, enfin ouais, voilà, tout ce que ça demande aujourd'hui pour avoir accès à ces événements-là. Si tu regardes le taux de remplissage des patinoires, il est quand même toujours plus ou moins équivalent au taux de vaccination, au pourcentage de vaccination de la population, quoi. Donc, voilà, à mon avis, c'est pas un hasard. Ok, il reste une petite minute. Question un peu plus personnelle. Tu pars en vacances et quand on est sur le LHC, c'est intense en général de mi-août on espère longtemps dans la saison, mais des fois fin février. Un Euh, minute. euh, ouais, comment on vit, pour le journaliste aussi, c'est une pression au quotidien. C'est vrai que j'ai pas eu, je me disais l'autre jour que j'ai pas eu beaucoup de vrais jours de congé depuis le début, depuis l'été, enfin depuis la fin de C'est l'été, le chaud, début de la saison. Il se passe toujours quelque chose, quoi. C'est hallucinant. Tu dois toujours rester attentif, tu dois toujours avoir un œil. En plus, c'est intéressant maintenant. Il y a la concurrence qui est arrivée avec d'autres médias en Suisse romande, des bons journalistes. Ça te pousse aussi à rester informé, à essayer d'avoir les infos avant. Du coup, tu en fais encore plus et puis tu passes encore plus de temps dessus. Et puis, vu que c'est Lausanne, tu passes. Il n'y a pas un jour dans lequel tu ne fais pas au moins des coups de fil pour essayer d'en savoir plus. Ouais, c'est assez fatigant, hein, mais c'est hyper intéressant. Par contre, c'est une sorte de tunnel pilote automatique où tu es dedans et puis tu avances, tu avances. Là, ça va faire bizarre de déconnecter 10 jours, 2 semaines. J'espère que je vais réussir. Ouais. Alors, Ma femme. tu n'oublieras pas de ma part quand tu arrives en vacances, il n'y a pas de HC Le Caire, hein, c'est bon. Ok. Merci, Jérôme. Merci à toi. Bye bye. Je suis avec Adrien Prével, ancien capitaine du Luc, hein, qui a perdu les élections dans le vestiaire. C'est terrible. Bon, Adrien, plus de titres pour le Luc depuis 2019. Est-ce qu'on peut dire que le départ de Georges-André Carrel a tout cassé, quoi? Alors, dans les faits, ça doit être ça, hein, du coup, puisque c'est vrai que depuis qu'il est plus là, on gagne plus. Donc là, voilà, c'est chacun qui fait le lien de cause à effet, évidemment. Bon, voilà, il y a une année de pandémie où le championnat était arrêté, où on avait quand même une finale à jouer. Et ouais, la vraie déception, c'est la finale de la Super Coupe l'année dernière, quand même, où on aurait pu attraper un titre dès le début de la saison. Et sûrement, voilà, avec une victoire comme ça d'entrée, ça nous aurait mis sur une autre dynamique. Mais c'est vrai que voilà, 2 années complètes sans une vraie finale, sans un titre à aller chercher, c'est pas ce dont à quoi on est habitué ici au Luc, ouais, depuis mon arrivée en tout cas.
Début de saison en demi-teinte, j'ai envie de dire, un tie-break gagné, une rousse Tayona encaissée le week-end dernier, Amrisville qui vient le week-end prochain. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps pour souder l'auberge espagnole du Luc. Ouais, ouais, un petit peu. Alors, soudé, je sais pas, dans le jeu du moins, dans le jeu, que tout le monde donne sa pleine mesure, évidemment. Voilà, il y a beaucoup de changements. Il y a aussi le fait que la volonté du club, du coach, tout ça, c'est d'avoir plus de jeunesse sur le terrain. Donc, ça enlève de l'expérience, un peu de folie aussi, ou des choses comme ça. Donc, voilà, il y a des moments où, là, on l'a vu à Iona, le match s'embarque mal. Eux, ils sont en confiance. Ils ont justement gagné un titre déjà. Donc, et puis une fois que tu donnes de la confiance à une bonne équipe, c'est compliqué après de te remettre sur les rails, évidemment. Donc, un petit peu de temps, je pense qu'il va en falloir. Et puis malheureusement, on n'en a pas tant que ça, puisqu'il faut quand même gagner des matchs, quoi. Donc, on va voir. On va voir là, ce week-end, on va à Lucerne d'abord, qui n'est pas en très bonne forme non plus, avec des blessés, des choses comme ça. Donc là, ça va être important de remettre la marche en avant, ouais. Et puis Amrisville, le monstre, l'ogre du championnat de Suisse. Voilà, dans 2 semaines à la maison, on va voir. On va voir. Évidemment, l'ogre, c'est toujours pareil, hein, c'est sur le papier, plus de budget, plus de joueurs, plus de possibilités de s'entraîner, une salle dédiée au volley, plein de choses. Donc c'est sûr qu'ils évoluent dans une structure qui est différente de la nôtre et du reste des équipes de la Suisse, enfin du championnat suisse. Donc ils sont favoris, mais ça fait 5 ans qu'ils sont favoris et puis ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été champions. Donc écoute, si on peut continuer à démonter le postulat de départ, c'est assez sympa quand même. Ça fait quand même quelques années que tu es à Lausanne, tu vois l'évolution, il y a eu la pandémie au milieu, c'est quand même pas facile d'intéresser les Lausannois à un sport qui est pourtant historique dans le coin. On voit le foot, les spectateurs ne sont pas forcément tous de retour, le hockey a des cuvées décevantes, le basket c'est difficile. En plus, c'est un sport de salle, mais bon, vous avez retrouvé le public, mais c'est pas encore tout à fait la folie, hein. Non, évidemment, évidemment, c'est vrai que. Alors, bon, il faut. Ouais, ce qui est. Pour moi, en plus, alors je pense que le hockey et le foot, s'ils étaient plus performants et qu'ils gagnaient des matchs, je pense que les stades et la salle se rempliraient plus facilement que chez nous, de toutes les manières. Voilà, il y a beaucoup de raisons à ça. Mais c'est vrai que, alors, d'avoir déjà retrouvé quelques personnes dans la salle ou un peu de monde quand même, ça fait vraiment une différence avec zéro, puisque là, on a passé une année sans personne dans la salle. Donc là, c'était vraiment particulier. C'était quelque chose de très dur quand j'y repense. Donc là, de toute façon, voilà, dès qu'il y a du monde, ça fait déjà de l'air. Mais c'est vrai que les salles, elles ont du mal à se remplir. La nôtre, on essaye. Je crois que voilà, le comité, le nouveau président, enfin, donc sa deuxième année, tout ça, tout ce qui est un petit peu mis en place, on essaye de créer du trafic à la salle, en fait, du passage, du monde. En plus, voilà, il faut qu'on arrive à détourner un petit peu les étudiants parce qu'on a un potentiel qui est génial à ce niveau-là. On a des gens juste à côté. Donc, ouais, c'est sûr que c'est parfois frustrant de se dire que les gens, ils découvrent qu'ils ont une équipe de haut niveau à Lausanne, ils découvrent, ah ouais, c'est vrai, vous jouez à ce niveau-là, ah ouais, la Coupe d'Europe, ouais, ouais, voilà, on est là. Alors après, je comprends aussi, malheureusement, il fait beau. Alors forcément, le samedi à 17h30, t'as pas envie d'aller dans une salle. Mais bon, bientôt les jours vont se raccourcir, donc ça va venir. Mais ouais, non, c'est vrai que ouais, je comprends. En même temps, je crois quand même que les gens, ils ont envie de revenir, ils ont envie de profiter du spectacle, ils ont envie de retrouver des émotions sportives, culturelles, plein de choses comme ça. Donc voilà, à nous d'être performants, à nous de faire une com sympa, à nous de les attirer pour venir nous voir. Et puis surtout, voilà, en étant performant, je pense que c'est les résultats qui font aussi que les gens s'intéressent et aiment bien venir dans un endroit où, quand ça gagne, ils aiment être là quand même. Il y a l'autre problème en Suisse, souvent dans les sports de salle, c'est qu'il y a des équipes qui disparaissent, qui montent pas. Et là, on est en plein dedans avec le volley, avec un championnat un peu bancal, 7 équipes seulement. Mais au moins, cette fois, la saison régulière de seulement 18 matchs servira à quelque chose. Tu joues 3 fois la même équipe dans une formule un peu chelou. Ouais, est-ce que ça aide à la crédibilité du sport, quoi? Ouais, oui, évidemment, la lecture, elle est compliquée. Elle est compliquée pour
les supporters, pour un peu les suiveurs, tout ça. Alors après, tu l'as dit, voilà, il n'y a que 7 équipes, mais par contre, la saison régulière vaut quelque chose, puisque là, il n'y a que les 4 premiers qui vont en play-off. Donc ça veut dire que chaque match, quand même, il faut gagner, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Comparé par exemple à l'année dernière où il y avait 8 équipes et de toute façon, tu étais en play-off. Donc à la limite, toute la saison, tu pouvais faire tranquille, banquette et tout, et puis te réveiller sur la fin. Bon. Donc ça, c'est l'avantage. L'autre avantage aussi, c'est que même si je ne suis pas fan de cette équipe, il y a un petit resserrement en termes de niveau, puisqu'il y a moins d'équipes, donc on va dire que la concentration de bons joueurs, elle augmente. Voilà, c'est un petit peu mécanique, quoi. Mais voilà, c'est certain que bah ouais, jouer 3 fois la même équipe, c'est un peu long, c'est un peu rébarbatif. Après, je crois qu'au-delà au-delà de la formule, pour revenir sur les spectateurs et l'engouement et ainsi de suite, je pense que tout simplement le volley, c'est un sport confidentiel en Suisse. Dans beaucoup de pays, ça l'est, mais dans d'autres moins. Moi, je vois, j'ai joué en Belgique où on avait 10 équipes. Avec une phase régulière longue, avec ensuite un autre mini-championnat avec les 6 premiers. Donc, c'était aussi une formule un peu alambiquée, machin. Puis, on avait du monde dans les salles. Donc, après, voilà. Alors, après, il y avait des restaurants dans les salles et des bars. Donc, forcément, ça attire. Donc, après, on touche à un autre problème. D'avoir des salles dédiées, ça te permet de créer un événement autour de ton match. Donc, tu peux peut-être ramener des gens. Voilà, c'est sûr que en Belgique, tu avais des gens qui étaient en train de manger, puis tu avais les vitres et tu voyais le match. Ça peut être aussi un truc, tu vois, à réfléchir. Mais bon, on fait avec les outils qu'on a. Amrisville a complètement développé ça et ils ont ils ont 1 ou 2 trains d'avance par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on aimerait évidemment. C'est un problème. On était presque 6 cette année. Lucerne est reparti a réussi à trouver un sponsor pour se relancer et heureusement. Mais c'est vrai que ça pose des questions sur la pérennité du championnat et puis qu'est-ce qu'il faut faire en fait. C'est un peu. Alors bon, ouais. Nous on est dedans. Alors mais c'est facile aussi. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, les structures économiques et tout. Mais tu as envie de dire à des moments, on a peut-être Suisse Volley là. Est-ce que vous pourriez pas réfléchir un peu plutôt que de couper la tête avec cette recherche de haut niveau, d'augmenter le niveau et tout, qui est louable, évidemment. Mais plutôt que de se couper de la base, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt intérêt à aller rechercher, c'est pas possible que dans un championnat professionnel, des équipes ne veuillent pas monter, tout simplement. Ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans la structure des championnats ou dans ce qu'on demande aux petites équipes pour monter. On peut aussi se poser la question de l'engagement profond des Suisses parfois pour le sport de haut niveau. Voilà. Par exemple. Ce sera ma dernière question parce qu'on a déjà dépassé notre timing. Ah merde, excuse-moi. C'est justement la question que je me pose parce qu'on joue au volley dans les girons de jeunesse, on joue au volley à l'école, on joue au volley à la plage et on aime bien ça. Et il y a le step d'après se fait pas quoi. Rares sont les personnes qui vont au club, qui vont regarder les matchs. Qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? Ouais, alors là c'est voilà. Là, moi c'est la passion des gens en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai la sensation qu'à partir du moment où ça nous empêche de faire autre chose, on a du mal à se lâcher ou à y aller pour de vrai, à faire un choix presque. En fait, tu gagnes 10 000 à la banque, tu gagnes 3 000 au volley. Hein. Ah bah évidemment, et encore, si tu gagnes 3 000 au volley, c'est que t'es bien. Hein. Non, alors voilà, l'aspect financier évidemment, il est prégnant. Tu vois que voilà, souvent les jeunes Suisses qui sont talentueux, qui sont bons, en fait aussi, ils peuvent tout faire finalement. Tu peux être salarié à 50 ou 70% dans une entreprise, jouer en Liga, jouer dans une équipe qui joue des Coupes d'Europe et être en équipe nationale. Pourquoi choisir? Pourquoi t'investir plus? Pourquoi plein de choses? Voilà, c'est la structure de ce championnat, c'est les fondements. Il y a des joueurs qui commencent à s'exporter. Voilà, il y en a 2 cette année qui sont en Auno et en Adoué en Italie, ce qui est énorme parce que c'est les plus gros championnats du monde. Si Suisse Volley communique bien là-dessus et essaye de se servir de cet élan, tout ça, et peut-être que ça va motiver d'autres jeunes à se dire mais en fait, je peux faire ça pendant un temps, je peux faire un peu mes études en même temps, je peux vraiment m'engager dedans. Moi je suis étranger, donc j'ai un regard étranger par rapport à tout ça. Je trouve qu'il y a parfois un manque
d'abandon. Je sais pas comment dire. Voilà, parfois, les joueurs suisses, ils ont du mal à s'abandonner dans le truc en disant, mais ouais, mais je vais faire ça jusqu'à mes 30, 35 ans. Et puis, à côté, je vais créer des trucs, je vais faire des études en ligne, je fais un machin. Et puis, à 30 piges ou 35 ans, je vais me dire, ah bah ouais, allez, là, je commence ma vraie vie ou mon autre vie ou n'importe quoi. Moi, quand je vois les émotions que ça m'a apporté et ainsi de suite, ouais, je me vois pas me dire, voilà, ouais, à 22 ou 23 ans, bah, j'arrête parce que maintenant j'ai un vrai travail ou un truc comme ça, quoi. Mais bon, le championnat suisse, il est comme ça. Il attire de plus en plus d'étrangers de bon niveau parce qu'on est sûr d'être payé. Ça, c'est pas, on n'est pas forcément payé grassement, d'ailleurs, pas du tout. Mais on est payé comme il faut pour vivre et surtout par rapport à d'autres championnats comme voilà, pas certaines équipes en France, moi en Belgique aussi, ou bref, pour d'autres pays, tu es sûr d'avoir ton salaire jusqu'au dernier centime. Et ça, c'est une sécurité et c'est quelque chose qui amène des nouveaux joueurs et notamment des bons joueurs étrangers. Merci Adrien. Avec grand plaisir. Nous partons à Vilnius une première fois pour rejoindre Daniel Visentini qui est dans une des plus belles villes d'Europe à mon avis. Déjà, comment ça va là-bas et quel est le moral après cette belle victoire contre les vilains Nord-Irlandais? Bonjour Robin, bonjour tout le monde, ça va très bien. Ouais, Vilnius, c'est effectivement une très belle ville, très étendue géographiquement, avec plusieurs petits quartiers qui sont assez insolites et différents les uns des autres, beaucoup de parcs, c'est très sympa. Je dois dire quand même qu'à Vilnius, c'est un peu l'hiver, hein, c'est pas comme en Suisse. Ce matin au réveil, il fait entre 0, 1, 2 degrés dans le meilleur des cas, donc il faut mettre la petite laine, la petite chapka si on en a une. Mais c'est très sympa quand même de se retrouver là, il fait grand beau. Et oui, le moral de l'équipe de Suisse est bon, forcément. L'équipe de Suisse sort d'un 2-0. Il y avait pas mal de mouvements sur le terrain, tout plein de choses qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment. Donc, même si ça a été facilité par l'expulsion de Jamal Lewis, l'Irlandais du Nord, samedi à dimanche, ça va mieux, cette équipe de Suisse, ouais. Bon, on n'hésite pas dans la brasserie à parler des choses qui fâchent. Et dimanche, il y a eu un moment un peu surréel venu de Serbie. Alors nous, en Suisse, on est un petit peu au courant de ce qui s'est passé dans les Balkans, forcément, parce qu'on a une immigration du coin depuis des années historiquement. Mais est-ce qu'on peut comprendre déjà ce bordel, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le secrétaire général de la Fédération serbe qui a des propos complètement hors sol, parce qu'il a vu passer une photo complètement hors contexte de Shaqiri. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est très énervant. C'est très énervant. Moi, j'ai échangé avec Dominique Blanc, le président de l'ASF. Je crois savoir que l'ASF ne va même pas réagir sur les propos et les demandes insensées et délirantes de la Fédération serbe de football. Alors moi, je ne suis pas politicien ni analyste géopolitique. Tout le monde sait qu'il y a eu une atroce guerre civile au début des années 90 dans les ce qui va devenir les ex-républiques, l'ex-pays yougoslave avec toutes les nouvelles républiques. Et forcément, il y a des tensions qui sont nées à ce moment-là, qui existent toujours, évidemment. Et l'un des thèmes principaux, bien évidemment, c'est l'Albanie, la Grande Albanie, le Kosovo, toujours pas reconnu par la Serbie, et que toutes ces choses-là font que on est dans le domaine de la haine, et c'est exactement ce qui ressurgit maintenant. La personne qui est rentrée factuellement, la personne qui est rentrée dans l'endroit où les interviews étaient possibles en approchant Shaqiri, c'est quelqu'un qui est donc forcément sympathisant de la cause albanaise, puisqu'il était avec une veste de l'UÇK. L'UÇK, c'est l'armée de libération du Kosovo, et cette armée-là a commis elle aussi des exactions, donc on n'est pas dans les bisounours, là c'est vraiment assez dramatique, toute cette toile de fond peinte d'haine entre des pays, des nationalismes exacerbés, et c'est sur ça que surfe la Serbie, mais ça renvoie à tellement de choses affreuses, même à 2018 avec tout ce qui s'est passé entre la Serbie et l'équipe de Suisse lors du mondial, que ma foi, toutes ces inimitiés-là, ces haines-là sont toujours présentes, et on le voit, même si elles sont
Et on peut le constater avec la réaction insensée de la Fédération serbe, totalement aveugle de ce qui s'est réellement passé. Alors, tu l'as dit, on n'est ni historien ni analyste géopolitique, mais nous, ce qu'on connaît, c'est les joueurs de l'équipe de Suisse et Xherdan Shaqiri. Lui a eu une très bonne réaction. Et moi, j'étais content de ça parce que dimanche, je suis quand même passé de la stupéfaction à la colère pour finir par la tristesse pour Shaqiri, parce qu'on sait que c'est pas plus gamin maintenant, mais c'est un homme qui est très loin de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer au foot et il ne veut surtout pas rentrer dans ce genre de problème, entre guillemets, parce que lui, c'est le ballon qui l'intéresse. Oui, tout ça, je l'entends bien, Robin, et je connais bien Xherdan Shaqiri aussi. Ça, il ne l'a pas voulu, donc il faut le dire clairement. Ça a été le sujet d'un de mes papiers qui est paru aujourd'hui. Xherdan Shaqiri est victime de la situation. Il y a deux connards dans l'histoire. C'est le mec de Lucheka, qui vient lui mettre une veste, qui n'aurait jamais dû se trouver là, problématique de la sécurité du stade d'ailleurs. Heureusement, au passage, que ce n'était pas un activiste serbe qui avait des pensées belliqueuses pour Shaqiri, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Le deuxième imbécile dans l'histoire, c'est bien évidemment la Fédération serbe de football, qui prend une image arrêtée avec une veste que Shaqiri a aussitôt laissé tomber pour dire qu'il fait de l'activisme politique pro-Ucheka et pour la Grande Albanie, etc., etc. Donc ça, c'est posé, d'accord. Maintenant, Shaqiri, bien sûr qu'il est étranger à ça, mais est-ce qu'il est totalement étranger à ça? Si on se souvient de 2018, sur le terrain, quand il marque le 2-1 contre la Serbie, il fait un geste qu'a déjà fait quelques minutes plus tôt Granit Xhaka. C'est le fameux l'aigle à deux têtes, il le mime avec les mains, l'aigle à deux têtes albanais qui renvoie à la Grande Albanie, qui renvoie à tout ce qui est le plus affreux pour qui veut être nationaliste aveugle serbe. Donc, on en est aussi sur ce terrain-là avec un Xherdan Shaqiri qui, en rappelant ses origines albanaises et en réaction à tous les propos nauséabonds qu'ont précédé ce match entre la Suisse et la Serbie, ces propos émanant des Serbes, de la Fédération serbe et même des mouvements politiques serbes, eh bien, il y a quand même quelque chose de l'ordre du politique dans le geste de Xhaka, même si ce n'était pas si grave que ça. Donc, on est dans une zone un peu spéciale que rien ne justifie vraiment. Shaqiri, effectivement, est étranger à ces mouvements politiques-là, mais il a quand même fait ça en 2018 et vraisemblablement que la réaction outrancière et aveugle de la Fédération serbe de football aujourd'hui tient aussi comme point de départ ce moment-là, en 2018. On a eu plusieurs envahissements de pelouse en France dernièrement. Il y a eu pas mal de problèmes dans les tribunes depuis le retour des supporters. Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas si tu as entendu parler, mais ce qui s'est passé à Genève, d'accord, c'est pas normal et dommage parce que la semaine en Romandie avait été. Alors, ça a coupé à la fin, Robin, mais je pense que tu fais allusion à ce qui s'est passé en championnat à Servette ou Non, je dis en France, il y a eu des envahissements de pelouse. En Suisse, maintenant, il y a ça. Il y a un petit problème post-pandémie où les gens sont un peu trop envahissants, disons. Oui, voilà, il y a sans doute un peu de ça qui existe. Maintenant, les mesures qui sont prises contre les gens qui envahissent le terrain sont telles que ceux qui le font vont être interdits de stade pendant un moment. Et franchement, c'est pas le but, j'imagine, pour eux. Je sais pas, moi, j'aimerais pas qu'on en revienne au football que j'ai connu quand j'étais plus petit, avec des grillages autour des terrains infranchissables et qui séparaient, en fait, le spectacle, la scène des spectateurs. Et maintenant, il y a une idée plus globale de l'entertainment sportif avec le fait que tout le monde est autour et au sein de la même enceinte et participe du même spectacle, y compris les spectateurs. Forcément, il y a des règles à respecter. Si celles-là ne le sont pas, ça va amener peut-être une réaction de la FIFA, des fédérations pour que les choses deviennent plus strictes. Ce serait quand même dommage qu'on en revienne à mettre des grillages pour arrêter ça, quoi. C'est dommage parce que ça met un point d'orgue un peu dérangeant à une semaine en Romandie
idéal, il a fait beau, il y a eu du monde, les gamins ont eu des selfies, c'était super. Ouais, tout à fait. Mais voilà, ça pose le problème de la sécurité dans le cadre de cette expérience globale qui veut être celle proposée par le football. Et voilà, on sait que ça a un coût, en fait, la sécurité. Bien évidemment, quand on va voir un match en Angleterre en Première Ligue, le nombre de stadiers qui interdisent aux gens de rentrer sur la pelouse, il est considérable. Il l'est peut-être moins en Suisse parce qu'on a moins l'habitude où on se méfie moins de l'attitude de certains supporters. C'est très bien comme ça. Maintenant, si ça devient un problème, ben, il va falloir réagir. Et malheureusement, oui, ça a un coût. À Lausanne, par exemple, le lundi, il y a eu plusieurs jeunes qui ont pu faire le tour de la Pontaise pour rentrer par derrière, pénétrer sur le terrain. Alors, c'était bon enfant et c'est super. Moi, j'aime bien ces images. Malheureusement, ça ne devrait pas exister quand même. Il devrait y avoir une sécurité qui interdise à ces jeunes gens de rentrer sur le terrain, même si c'est sympa d'avoir un selfie ou un autographe des internationaux suisses, pour une fois qu'ils viennent en Suisse romande, je suis tenté de dire. Mais voilà, donc il y a un juste milieu à trouver et j'espère vraiment, sincèrement, qu'on le trouvera. Belle ambiance aussi à la Praille. Ce qu'il faudra pour refaire venir la Suisse, c'est des pelouses, quoi. Oui, voilà, l'ambiance était vraiment super en Suisse romande. Elle était géniale à Lausanne, elle était géniale aussi à la Praille, avec, franchement, pour tout dire, pratiquement plus d'entrain du public qu'à Bâle. Alors peut-être que est-ce dû à la rareté de la venue en Suisse romande de l'équipe de Suisse, mais il y a eu quelque chose de cet ordre-là, une vraie communion entre le public et l'équipe. Malheureusement, effectivement, le terrain n'était pas dans un très très bon état. Et ça, c'est vraiment dommage, difficilement compréhensible parce que la pelouse du Stade de Genève a été intégralement changée cet été. Il faut croire que pour faire les racines et s'attacher vraiment profondément, parce qu'on a changé de système complètement. Avant, il y avait une pelouse hybride, autrement dit du gazon naturel qui s'imbriquait dans un fond de gazon synthétique. On ne pouvait pas l'arracher, mais il y avait des risques de champignons. On en a déjà eu plusieurs fois à Genève. Donc là, ils ont oublié cette technologie-là. Ils ont mis un vrai substrat organique avec du vrai gazon et de la vraie terre, entre guillemets, dessus. Et ça, ma foi, ça n'a pas été top lors de ce match contre l'Irlande du Nord. C'est un peu la seule petite ombre au tableau, mais on peut espérer que dans le futur, tout ça soit réglé. C'est un problème qu'il n'y aura pas à Vilnius parce que c'est du synthétique. Bon, merci Daniel. Salut Romain Gary de ma part. Mais voilà, j'irai lui faire une promesse de l'aube. Merci. À bientôt. Bye bye. Retour à Vilnius avec Valentin Schnork, avec qui je voulais aborder deux sujets principaux. Le premier, avant de parler un peu plus tactique, c'est le cas Embolo. J'ai l'impression qu'en Suisse, on a toujours l'impression que c'est le petit jeune de balle qui va vite sur un côté et qui marque des buts. Brel Embolo, aujourd'hui, on l'a vu typiquement, même caricaturement, samedi soir, c'est pas un attaquant de pointe, mais c'est un joueur qui fait des différences incroyables au milieu. Et il est juste indispensable à l'équipe de Suisse à son vrai poste, j'ai envie de dire. En fait, Embolo, il a un profil qui est hyper particulier et dont on doit se satisfaire et que très peu d'équipes, finalement, ont aussi. Donc, c'est des joueurs qui ont une dimension physique qui est extraordinaire et qui leur permet de faire des différences sur la base de la dimension physique. Toute proportion gardée, ce que ça peut rappeler, c'est un Lukaku. C'est des joueurs qui, comme ça, ils peuvent, parce qu'ils ont une prestance, une dimension physique, athlétique, une puissance, ils dégagent quelque chose de tellement fort qu'ils sont capables d'éliminer 2, 3, 4, 5 joueurs, peut-être même sur la même course. Alors, je n'ai pas dit que Mbolo était Lukaku, et surtout pas dans la surface, mais ce que la Suisse peut utiliser d'Embolo, ça peut rappeler d'une certaine façon ce que la Belgique, la façon dont la Belgique, l'Inter, Chelsea utilisent Lukaku. C'est-à-dire que pour te sortir de situations étriquées,
tu peux compter sur lui, tu peux lui donner la balle et tu sais qu'il y a quand même de grandes chances qu'il élimine 2, 3, 4 joueurs et qu'il te fasse gagner 40, 50 mètres, peut-être même sur la même action. Mbolo, je pense, est indispensable pour la Suisse, mais il faut l'avoir avec ses défauts. Il faut considérer qu'il a des défauts, qu'il n'a pas une forme de QI foot extrêmement élevé. Je ne suis pas sûr que je le fasse forcément un joueur, mais il est tellement dans la volonté de faire des différences à chaque fois qu'il prend la balle que forcément, il se permet ça dégage certains déchets. La passe n'est pas forcément bonne, mais ou d'ailleurs le tir n'est peut-être pas forcément bien pris, pas au bon moment, pas dans le bon timing, ce qui fait qu'il va louper beaucoup d'actions, qu'il va louper beaucoup de passes. Mais en même temps, quand tu feras le bilan entre ce qu'il a éliminé et la situation avant et la situation après, eh ben, tu as beaucoup gagné et tu as gagné beaucoup plus que ce que tu as perdu finalement ensuite parce qu'il a loupé le cadre ou parce qu'il a perdu la balle à 20 mètres des buts adverses. Au final, tu progresses dans le camp adverse parce qu'il est là, et s'il n'est pas là, sans doute que tu progresses beaucoup plus difficilement. Et ce n'est pas la première fois. Alors, on l'a vu l'autre jour contre l'Irlande du Nord, mais si on se souvient à l'Euro, il y a eu plusieurs matchs comme ça. Celui contre le Pays de Galles, le premier match de l'Euro, est extraordinaire parce c'est pareil. Face à une équipe hyper physique, il t'élimine 3, 4, 5 joueurs sur course, sur un contrôle, sur une percussion. Et donc, c'est quand même capital d'avoir un profil qui est un peu différent et sur lequel on peut s'appuyer. Et samedi soir, devant, tu avais Mbolo, tu avais Shaqiri. Deux profils complètement différents, mais que tu pouvais toucher dans la densité, au milieu un petit peu de tous ces scénarios irlandais. Et tu savais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer ensuite. Tu savais que tu pouvais t'en sortir si tu touchais un des deux. Alors que si tu peux toucher Stephen ou bien un Gesuber, c'était un petit peu plus compliqué quand même. Donc, on ne sait pas trop l'utiliser, mais en même temps, on en a besoin un peu partout. Il a joué 9, on sait que ce n'est pas son poste. En club, c'est 9,5, voire 8,5, parce qu'il joue vraiment bas, avec deux ailiers très offensifs, même plus attaquants que lui. En fait, il ne faut pas le fixer à un endroit et on peut le balader sur le terrain selon l'adversaire. Ouais, enfin, lui, il va se balader de toute façon. Ça, c'est plus que il faut le laisser balader. Enfin, il va le faire de toute façon. Donc, disons que si tu as une pointe, tu es sûr d'avoir un mec qui est dans les 16, qui est là aussi pour fixer la défense et pour prendre l'attention des adversaires. Alors que, donc forcément, lui et Shaqiri, tu savais que tu allais délaisser un petit peu l'axe, mais en même temps, ça a causé aussi des problèmes à l'Irlande du Nord qui ne s'est pas forcément où situé par rapport aux attaquants. Non, mais je pense que le vrai rôle d'Embolo, c'est en effet en soutien d'un ou deux attaquants, un petit peu comme c'était à l'Euro, quoi. Il y avait Seferovic, Shaqiri et lui. Seferovic fixait la défense et puis lui et Shaqiri avaient une liberté pour se balader, pour aller dans les zones dans lesquelles ils pouvaient faire des différences qui étaient assez marquées. Donc non, je ne pense pas que ce soit un attaquant en effet, mais dans le contexte qui était tel que de celui de l'équipe de Suisse samedi, c'était le légitime de l'avoir lui et puis de ne pas mettre un autre attaquant forcément, sachant que Gavranovic n'est pas forcément encore au top de sa forme. Donc non, c'est l'Embolo, on savait ce qu'on avait, on savait qu'on allait peut-être manquer éventuellement de présence devant, mais en même temps, si tu regardes toutes les actions suisses, il y a un nombre de joueurs à chaque fois dans la surface que c'est pas tant ça le problème. Oui, c'est pas un 9, mais en même temps, il peut faire des différences en étant très haut sur le terrain. Alors, Murat Yakin a eu un style de jeu bien identifié contre l'Irlande du Nord. Sur un terrain en herbe à la maison contre une équipe faible. Mardi soir, c'est du synthétique, 0 degré, une équipe faible aussi. On change quelque chose? Moi, je pense qu'il faut continuer dans la lignée de ce que la Suisse a fait samedi. C'est-à-dire qu'on a vu, alors dans le papier que j'ai écrit pour le matin, pour moi, ça me faisait penser un petit peu à IB. Donc, c'est-à-dire, alors forcément, c'est un match qui amène à avoir des longues séquences dans le camp adverse, et donc il faut y rester le plus longtemps possible, limiter les contres. C'est quand même possible que ce soit ce genre de match qui se passe aussi mardi à Vilnius, alors sur un terrain différent certes, avec des absents qui légèrement blessés ou suspendus, donc Zakarian, Babou, Akanji. Et à mon avis, on a la bonne idée de ne pas venir en Lituanie quand même mardi.
il faut continuer là-dessus. Il faut avoir cette même animation sur les côtés. Je pense que Widmer peut le faire. Je pense qu'au milieu, un saut peut aussi amener une certaine percussion, différente de Zakaria, mais une présence aussi une présence sur les côtés. Il y a un soutien sur les côtés qui amène de la densité aussi, un surnombre. Je pense que oui, c'est la ligne sur laquelle il faut se tenir. Et il faut que la Suisse ait cette capacité de reproduire sur 2, 3, 4, 5 matchs une idée qui soit celle sur laquelle elle veut s'attacher. Alors, on n'a pas demandé le jour à Murat Yakin s'il en faisait un match référence contre l'Irlande du Nord, mais je pense que ça peut être un match de référence pour lui. Sur ce que peut faire l'équipe de Suisse, en tout cas contre des équipes qui sont a priori plus faibles, contre des équipes plus fortes, ça sera peut-être une autre question. Mais ce genre de match, la façon dont ça a été appliqué samedi, c'est des choses, à mon avis, à reproduire à chaque fois qu'on a des adversaires de ce style-là. On fera le premier vrai bilan en novembre après l'Italie, du début de règne de Murat Yakin. Mais comment tu le vois, toi, déjà aujourd'hui? C'est un entraîneur pragmatique. Pour le moment, il a dit ce qu'il allait faire et il a fait ce qu'il a dit, ce qui est déjà pas souvent pour les entraîneurs. C'est intéressant aussi d'un point de vue tactique. Ouais, alors sur les premiers matchs, on cherchait un petit peu la ligne. Finalement, c'est encore quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on a vu samedi. Mais vu la qualité de ce qui a été présenté, et je ne parle pas forcément du fait que oui, il n'y a eu que 2-0, oui, les buts sont arrivés sur des contres en fin de match, mais il y avait quand même une ligne à laquelle ils sont tenus pendant tout le match. Et ça aurait très bien pu faire la différence d'une autre manière. Enfin, disons que s'il n'y a pas un bout d'aisselle de Mbabou qui est en jeu, l'analyse, elle est quand même, elle reste la même, et puis finalement, tu as marqué sur des séquences que tu avais plus ou moins préparées. Oui, je pense que là, on a quelque chose sur auquel se tenir. Je pense que si Murat Yakin, alors qui est tout pragmatique qu'il est, mais reste un petit peu dans une idée qui est dans un moule duquel il peut s'échapper ou un petit peu éventuellement trouver des aspects spécifiques à un match, à un adversaire. Alors ça peut être intéressant, bien sûr, mais je pense que avoir ce moule-là, qui peut être celui de Murat Yakin sur lequel il peut se baser pour la suite, pour les prochains matchs, pour les prochaines échéances, eh ben c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis là, on aurait la patte Murat Yakin. Donc moi, je ne peux pas dire encore que oui, on a clairement un style qui est prédéfini, mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il peut construire désormais, mais vraiment beaucoup plus que ce qu'on avait vu contre l'Italie, en Irlande du Nord. Alors, c'était des contextes différents, des joueurs qui manquaient. Mais, par exemple, voilà, je pense que si Xhaka revient, alors Xhaka ne reviendra pas avant novembre, on est d'accord, avant mars, pardon. Seferovic revient, ils peuvent très bien s'intégrer là-dedans. Et puis, c'est pas que de l'adaptation, c'est cette façon de jouer contre l'Irlande du Nord. C'est quelque chose dans lequel il y a à peu près tout le monde qui peut s'intégrer et qui met quand même en valeur beaucoup de qualités qu'il y a dans cette équipe. Donc, j'aimerais qu'il continue là-dedans. J'aimerais que soit contre la Lituanie, contre la Bulgarie le mois prochain, contre l'Italie le mois prochain, on ait des choses qui rappellent ce qu'on a vu samedi. Et dès lors, on pourra dire que voilà, on a un style sur lequel il commence à construire. Et je pense qu'il est assez intelligent, ce style. Ça demande beaucoup d'intensité. Alors, si une équipe nationale comme la Suisse est capable de mettre beaucoup d'intensité, ça peut être très intéressant parce que, et ça, il faut le dire, c'est quelque chose qui manquait avec Petkovic. En phase défensive, c'est quelque chose sur lequel la Suisse avait tendance à beaucoup s'exposer dès qu'elle perdait la balle. Elle reculait beaucoup et elle n'était pas forcément active quand elle était dans son camp, notamment à l'Euro. On l'a vu plusieurs fois. Et Murat Yakin l'avait dit en arrivant qu'il y avait des choses à corriger, notamment d'un point de vue défensif. Et ça, c'est un truc qu'il peut corriger. Et s'il arrive à s'y tenir, il l'aura corrigé. Ça, c'est clair. Dernière question, parce que le temps file, et moi c'est un truc que je trouve positif, c'est que il a manqué Xhaka tout l'automne, Shaqiri, il n'était pas là aux dernières qualifs, là il revient enfin à niveau, mais maintenant la Suisse, même avec 3-4 joueurs en moins à chaque fois, arrive à avoir un plan de jeu, arrive à régater au plus haut niveau. Ouais, après, je pense pas que ce soit si nouveau que ça, parce que ça fait quand même un ou 2 ans, tu vois. Un Akanji, il a manqué plusieurs fois, un Elvedi a manqué plusieurs fois, un Cher, et qu'à chaque fois, avec Petkovic, il est arrivé à trouver un joueur à mettre dans sa ligne à chaque fois. Au milieu aussi, il y a eu des Zakaria qui ont manqué, Freuler a pu manquer. Enfin, il a toujours trouvé plus ou moins une solution pour s'adapter. Alors,
je pense quand même que quand Shaqiri et Mbolo, qui sont quand même deux profils qui sont hyper particuliers et comme on le disait tout à l'heure, des profils qui sont différents de tout ce qu'on a, et ben, quand il manque, il y a quand même quelque chose qui fait défaut, une façon de faire des différences qui fait défaut. Donc, il faut pas non plus qu'il manque trop souvent. Disons que les deux manquent en même temps, tu as quand même deux armes en moins qui manquent après. C'est vrai qu'à peu près à tous les postes, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont interchangeables. Bref, un Mbabou Widmer, ils ont des profils différents, mais en même temps, ça peut s'inscrire les deux dans un projet similaire. Derrière, Akanji, Elvedi, Cher, tu peux tourner. Peut-être dans un très gros match face à un très bon adversaire, tu as une équipe type, tu n'as pas trop envie de t'en échapper. Mais face à des équipes d'un niveau relativement moyen, voire bon, tu peux t'en sortir. C'est clair. Merci Valentin. Merci à toi. À bientôt.